Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue en Bourgeois le Vert, le podcast où on chiale de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Luc Desjardins, candidat à la présidence de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Il va nous parler de son expérience, sa vision de la SANB et les projets principaux qu'il veut travailler en tant que président à la SANB. Luc Desjardins, bienvenue en Bourgeois le Vert. Ben, bonjour. Gabriel, je vais te féliciter pour commencer parce que c'est quand même une nouvelle expérience pour toi, puis c'est quand même intéressant qu'on ait un podcast en français sur la situation politique au Nouveau-Brunswick. J'espère que ça va attirer beaucoup d'adeptes, puis que ton expérience va avoir longue vie. Ouais, ben, écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est justement avec des invités comme toi que je vais pouvoir continuer à faire ça plus longtemps, mais aussi, comme tu as dit, moi, je trouvais que c'était un manque qu'il n'y avait pas, que je veux m'informer politiquement. Souvent, c'est en anglais ou ici puis là. Puis même au niveau provincial, il n'y a pas beaucoup autant de couverture médiatique que j'aimerais, si on veut. Ça fait que j'aime ça jaser de politique. Je me suis dit, il faut bien que quelqu'un le fasse. Ah ben, en tout cas, moi, ça me dérange pas d'en parler. Parfait. Ben, écoute, c'est ça, on commence les nouveaux podcasts avec une nouvelle élection à la SANB pour la présidence. En plus, avec tout le conseil d'administration. Mais là, on se concentre, c'est ça, sur les postes de la présidence. Donc, on a fait une entrevue avec Éric Daure déjà. Deuxième entrevue, deuxième candidat avec toi. Donne-nous une petite présentation de qui tu es, puis qu'est-ce qui t'a amené à la SANB ou qu'est-ce qui t'a amené dans la politique en général, si on veut. Ben, je peux te dire, mon arrivée à la SANB, c'est arrivé de pas mal de bonheur. C'est pas tout récent, mon intérêt pour la SANB. En 1974, ça va pas me rajeunir. J'étais président du conseil étudiant à l'école secondaire de Népuziquit. Puis la SANB tenait son assemblée, c'était sa deuxième assemblée annuelle. Après sa fondation, c'était à Bathurst. Puis je me suis donné d'aller là comme un jeune militant, si tu veux, qui savait pas trop de quoi ça mangeait, ça, la SANB. Puis de fil en aiguille, j'ai participé pas mal à toutes les assemblées au fil des ans. J'en ai manqué certaines années, mais ça m'a amené à m'intéresser à la chose acadienne. J'ai fait mon bac en sciences politiques à l'Université de Moncton, puis durant mes années-là, j'ai été ce qu'il appelait à l'époque secrétaire général de la FUM, c'est maintenant le président là, qu'on appelle ça. Alors, j'ai fait partie là, du mouvement étudiant à cette époque-là. J'ai ensuite été travailler dans l'ouest à Fort McMurray pour essayer de faire une coupe de piastres pour payer mes études, puis je suis revenu pour la Convention d'orientation nationale en 79 à Edmundston. Et de là, après la Convention, je me suis inscrit en maîtrise en sciences politiques à l'Université Laval, où j'ai fait mon sujet de thèse, ça s'intitulait Régionalisme et nationalisme, une analyse spatiale de la cohésion nationale en Acadie du Nouveau-Brunswick. Hein? C'est un titre qui rentrait pas dans une poche de fesses, là. Mais c'était en fait, j'essayais de comprendre ce qui faisait, pourquoi le nord-ouest de la province ne s'identifiait pas à l'Acadie à l'époque. C'était à l'époque où les Brayons étaient très, très forts, puis même il y avait un mouvement anti-acadien dans le nord-ouest. Alors, ça a été une période intéressante parce que j'étais à ce moment-là, c'était au début des années 80, j'étais à Québec là, lors du référendum sur
la Souveraineté Association étudiant en maîtrise à ce moment-là. Par la suite, je suis parti de Québec pour venir travailler 1 an à la SANB comme directeur général adjoint. J'étais responsable en particulier là, comme adjoint au directeur de m'occuper des sections régionales de la SANB. À l'époque, la SANB avait 16 sections, moi, l'année où j'étais là. Puis, il y avait des agents de développement dans les régions. Puis la SNB était implantée sur le terrain. La SNB a vécu un schiste à un moment donné entre les organismes. Suite à la convention, là, les organismes se sont fait mettre dehors de la SNB. L'année d'après, en 1980, à l'Assemblée annuelle de Shippagan, les membres ont voté l'expulsion des organismes acadiens. Puis ça a créé il y avait une division entre l'élite traditionnelle qu'on pouvait appeler à l'époque, qui était représentée par les organismes qui étaient à l'époque, quand on parlait des organismes qui participaient à la SNB, on parlait des caisses populaires, on parlait de l'Assomption Vie, de l'Université de Moncton. Il y avait comme ces institutions-là faisaient partie du conseil de la SNB, étaient représentées au sein des instances de la SNB. Puis après, il y a eu le schisme, mais là, ça a été un travail de rattrapage, si tu veux, pour essayer de rejoindre tranquillement les organismes, pour essayer de faire la paix, si tu veux, puis trouver une nouvelle façon de travailler avec les organismes et la société civile. Moi, comme responsabilité, lorsque j'étais directeur adjoint, j'ai été le rédacteur principal du plan quinquennal qu'on appelait. C'était une des premières fois que la SNB faisait un plan de 5 ans, là. Et ça s'appelait, le titre de ce document-là, ça s'appelait « Pour un nouveau contrat social ». Puis, ce qu'on cherchait à faire, c'était établir au Nouveau-Brunswick, c'était suite à l'adoption en 1981 de la loi 88 sur l'égalité des communautés. Puis, on cherchait à ce moment-là d'avoir une nouvelle façon de faire les choses au Nouveau-Brunswick où la communauté acadienne puis la communauté anglophone allaient pouvoir travailler sur un pied d'égalité. Puis un des objectifs de la SANB à ce moment-là, c'était de créer le plus possible d'organismes homogènes dans tous les secteurs d'activité possibles. C'est comme ça que, de fil en aiguille, moi, cette année-là, j'avais travaillé avec Lise Ouellette, d'ailleurs, sur la mise sur pied d'une association des agriculteurs francophones. Puis, de fil en aiguille, on a vu la création de l'Association des juristes d'expression française, l'Association des municipalités francophones, qui est devenue l'Association francophone des municipalités. Ça a changé de nom avec le temps. Et une foule d'organismes qui se sont créés pour essayer de faire en sorte que la société civile s'organise en différents secteurs homogènes, où on allait être autonome, puis on n'allait pas participer dans des organisations provinciales bilingues où tout se passait en anglais, vraiment. Et l'idée de ça, c'était de dire, OK, on va essayer d'organiser notre communauté de façon à ce qu'elle ait des assises institutionnelles qui lui permettent de fonctionner de plus en plus comme une société normale. Alors, c'était une société, c'est-à-dire sur le plan sociologique, là, organisée avec des institutions distinctes et de gouvernance. À travers de ça, il y a eu un rapprochement qui s'est fait avec les organismes au fil des années, avec ce qu'on appelait à l'époque le Forum de concertation des organismes. Mais moi, je suis parti de la SANB à ce moment-là, en 84, pour aller faire mon droit. Puis, en passant à l'école de droit, j'ai été président du conseil des étudiants, puis j'ai tout le temps eu un rôle d'avant-plan partout où j'essayais de passer. En sortant de l'école de droit, j'ai été faire mon stage au ministère de la Justice à Fredericton. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai vu de l'interne comment le gouvernement fonctionnait et ses conseillers juridiques, d'ailleurs. Et après ça, je suis venu m'installer à Petit-Rocher. Je suis revenu, je suis originaire de Petit-Rocher, mais j'étais parti pendant à peu près 13 ans là, de mon village
dans ce parcours-là vers mes études. Et après ça, en revenant à Petit Rocher, ben, j'ai fondé ma famille. J'ai eu 2 garçons, puis j'ai passé beaucoup de temps à ce moment-là à m'impliquer dans les sports. J'étais entraîneur 12 mois par année. Je coachais du baseball l'été, puis du hockey l'hiver. Puis pendant ce temps-là, mais je suis devenu chroniqueur à l'Acadie Nouvelle. Et tous les lundis, j'écrivais une chronique. Pendant 9 ans, j'ai fait ça. Puis chaque lundi, ça commençait bon lundi, puis ça se terminait par et bonne semaine. Ça fait que dans mon ordinateur, j'avais toujours ces 2 phrases-là, bon lundi puis et bonne semaine. Il me restait juste à remplir ce qui allait aller entre les deux. Alors ça a été intéressant j'ai pu suivre l'actualité puis la commenter. Puis c'était une chronique politique, mais bon, c'est sûr, je faisais j'allais sur d'autres sujets à l'occasion. Mais ça a été intéressant parce que ça me permettait de mettre mon grain de sel dans les débats publics. C'est sûr que comme chroniqueur, j'ai un de mes bons amis qui me donnait un conseil à un moment donné. Il dit, Luc, comme chroniqueur, ne te prends pas pour un éditorialiste. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Et j'ai un éditorialiste, ça essaye de diriger l'actualité. Un chroniqueur, ça écrit sur des sujets qui se sont passés. Puis après que tu as tout lu, puis tu as tout écouté ce que tout le monde avait dit sur un sujet, tu peux écrire ta chronique avec ta vision à toi, puis une nouvelle image, mais tu as l'air tellement plus intelligent. Parce que en anglais, on appelle ça du hindsight, là. Hindsight is 2020, là. Et ça a été un bon conseil parce qu'effectivement, le plus que je me rapprochais de l'actualité dans mes chroniques, le plus que j'avais la chance de errer, si tu veux, parce que l'actualité avance plus vite que le chroniqueur. Hein. Des fois, mon article pouvait sortir, puis l'actualité avait déjà changé, avait déjà bougé. Alors, donc j'ai trouvé ça intéressant. Puis après ça, pendant ces années-là, je me suis aussi, lorsque j'ai fini mes études de droit, on a eu l'occasion, un certain groupe, de fonder l'Association des juristes d'expression française. C'était quand Michel Doucet était président de l'association de la SANB à l'époque, il s'était donné comme mandat de faire ça. Il a fait le tour de la province, il allait donner des conférences à gauche et à droite. Puis on a fondé cette association-là. J'ai été un membre fondateur, puis j'ai siégé pendant un certain nombre d'années. Puis à la fin des années 90, je suis revenu. En fait, j'ai quitté j'ai un de mes enfants qui a eu la leucémie quand il était jeune, quand il avait 2 ans. Ça m'a comme imposé de me sortir un peu de mon engagement auprès du monde associatif, là. Mais par la suite, en 99, on m'a demandé de rejoindre les rangs parce que la SANB avait publié à ce moment-là un document qui avait été préparé par Michel Doucet, en fait, qui s'appelait le Code des droits linguistiques. C'était une proposition d'une nouvelle loi sur les langues officielles. Vous avez besoin d'un président pour ce comité-là, puis je me suis laissé convaincre que, OK, je vais faire ça. Puis, tu sais, qu'est-ce que c'est? Tu te mets la main dans le tordeur. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé président de l'association. Puis, on a organisé un symposium assez important là, sur les langues officielles en mars 2000. L'Hôtel Beau Séjour, au mois de mars, on a rempli une fin de semaine d'activités. Michel Bastarache était là comme conférencier, puis le premier ministre Lord était là comme conférencier aussi. Et puis, moi, je m'étais donné le mandat d'inviter les municipalités à l'époque de venir faire participer à ça. Puis, on avait quand même eu 18 municipalités qui avaient envoyé des représentants au mois de mars à Moncton pour un colloque sur les langues officielles. On s'entend que c'était un tour de force. Puis, la raison qui devait être là, c'est parce que la nouvelle loi sur les langues officielles allait avoir un impact sur les municipalités. Puis, un des sujets qui était à l'ordre du jour, c'était de décréter le bilinguisme mur à mur pour toutes les municipalités. Puis on voulait pas que ça se produise, pas plus à Woodstock qu'à Caraquette ou à Petit Rocher
dépendamment de la composition linguistique, finalement, il y a eu un compromis qui s'est fait là, dans la nouvelle loi. À ce symposium-là, Bernard Lord avait dit qu'il n'allait pas reformuler la loi, mais entre-temps, il y a eu l'affaire Charlebois, qui était une cause qui impliquait les arrêtés municipaux de Moncton qui avaient été adoptés de façon unilingue anglaise. Ça s'est rendu à la Cour d'appel et comme président de l'association, j'ai convaincu le conseil d'administration qu'on devait intervenir. C'est la première fois que l'association des juristes intervenait devant les tribunaux. Puis on a intervenu en cour d'appel pour aller plaider la portée de l'article 16.1, qui est le nouvel article là, qui avait enchâssé les principes de la loi 88 sur l'égalité dans la Constitution, dans la Charte canadienne des droits et libertés. Puis la Cour d'appel a mis son chapeau sur cette disposition-là pour rendre sa décision. Et elle a donné 1 an à la province, finalement, de modifier la loi, ce qui fait que Bernard Lord n'a pas eu le choix de modifier la loi. Puis il a essentiellement, il n'a pas adopté toutes les dispositions qu'on avait dans le Code des droits linguistiques, mais il s'est largement inspiré de ce qu'on avait suggéré comme nouvelle loi pour réécrire la loi sur les langues officielles. La première avait été adoptée en 1969 par Louis Robichaud, puis de façon assez intéressante. Elle a été adoptée en 69, mais il y a des articles qui n'avaient pas été promulgués parce que la province n'était pas prête à rendre tout bilingue là, à ce moment-là. Les derniers articles qui ont été promulgués, les gens l'oublient peut-être, mais en 1976 par Richard Hadfield. Et pourquoi en 1976? Ben, ça donne qu'il y a eu l'élection du Parti québécois. Et à un moment donné, Hadfield a senti qu'il avait peut-être besoin de faire le ménage dans sa cour s'il voulait aller prendre une position sur la scène nationale. Une des choses, c'était de promulguer les articles de la loi sur les langues officielles que ça traînait depuis des années. Alors, il y a toujours des conjonctures qui font que les choses avancent. Tu sais. Ça, c'est une chose que j'ai appris au fil des années. Il faut toujours... c'est un peu comme quand on parle des principes de la loi 88 qui ont été enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés. Ça a été fait en 1993 par une motion de l'Assemblée législative puis du Parlement fédéral sous la gouverne de Brian Mulroney puis de Frank McKenna. Mais il y avait des joueurs qui ont joué alentour de ça. Il y a eu Bernard Valcourt au fédéral qui était ministre acadien dans le gouvernement de Mulroney. Ici, au Nouveau-Brunswick, il y avait Fernand Landry, qui était un bras droit à Frank McKenna, qui était un acteur prépondérant là, pour l'adoption de cette disposition-là dans la Charte canadienne des droits et libertés. Mais en fait, c'est un débat qui datait du lac Meach. Le lac Meach est sorti en 1987. Puis le lac Meach, c'était une initiative de Mulroney et de Robert Bourassa à l'époque pour faire réintégrer ce qu'on appelait le Québec dans l'honneur et la dignité, là, dans le giron constitutionnel canadien qu'on appelait, parce que lorsque la Constitution a été rapatriée en 1981, mais officialisée en 82, le Québec n'a pas signé. En fait, Mulroney disait il faut qu'on trouve une façon de faire signer le Québec. C'est là qu'il a entendu lac Meach est venu. L'entente du lac Meach, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'elle reconnaissait que le Québec était une société distincte. Et qu'à l'extérieur du Québec, on disait qu'il y avait des francophones présents dans une majorité anglophone. Et un peu comme au Québec, il y avait des anglophones présents dans une majorité francophone. Et nous, ici, au Nouveau-Brunswick, cette définition-là du Nouveau-Brunswick, qu'on était des francophones présents dans une majorité anglophone, ça ne concordait pas avec la loi sur l'égalité des communautés linguistiques qui reconnaissait qu'on était 2 communautés égales. Alors moi, à l'époque, j'ai été embauché par la SANB pour préparer une riposte. J'ai fait une tournée de la province pour donner des conférences sur le lac Meach et tout ça. Puis la riposte, ça s'appelait 88 en 88, c'est-à-dire que le 15 août 1988,
les organismes acadiens se sont rencontrés à Caraquet pour signer un protocole formel dans lequel on demandait au gouvernement du Nouveau-Brunswick et du Canada et de toutes les provinces, en fait, d'inscrire les principes de la loi 88 dans la définition du Canada pour pas l'opposer à la Société distincte du Québec, mais bien caractériser la réalité légale de ce qu'était le Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire qu'ici, on n'était pas seulement des francophones présents dans une majorité anglophone, mais on était deux communautés égales. Et au fil des années, bon, les négociations constitutionnelles, ça n'a pas abouti. Puis là, il y a eu la conférence de Charlottetown, il y a eu un référendum canadien. Puis bon. La seule chose qui a abouti finalement sur le plan constitutionnel, c'est l'adoption en 93 de l'article 16.1 de la Charte qui a inscrit dans la Constitution du Canada le droit, la reconnaissance des légalités des communautés, puis le droit à des institutions distinctes dans le domaine de l'éducation et de la culture. Puis ce qui est intéressant, c'est encore le contexte qui a justifié pourquoi ça s'est fait. Il faut se rappeler à l'époque, Frank McKenna, quand il a été élu en 1987, il a gagné les élections 58-0. C'était du jamais vu. Et à l'élection de 1991, le Parti conservateur était tellement décimé qu'il y a eu un parti anti-bilinguiste qui est apparu, qui s'appelait le CORE, le Confederation of Regions, qu'il appelait. Et le CORE, lui, avait élu, je me souviens bien, c'était une douzaine de députés, puis il représentait l'opposition officielle. Il y avait comment je dirais ça? L'opposition, normalement, c'est le prochain gouvernement, c'est le gouvernement en attente qu'on appelle. Et McKenna, voyant ça, parce que le CORE, les autres, cette gang-là, ils étaient non seulement anti-bilinguistes, mais ils étaient contre les écoles dualistes, ils étaient contre le système scolaire des écoles homogènes, ils voulaient avoir des écoles bilingues parce qu'ils disaient que sans ça, ça nous séparait les Français et les Anglais, et ainsi de suite. Alors, devant cette montée-là de l'anti-bilinguisme, je pense que le McKenna a senti que c'était peut-être important de mettre dans la Constitution du Canada une garantie comme quoi que la dualité scolaire allait être protégée par des garanties constitutionnelles. S'il n'y avait pas eu ce contexte politique-là, peut-être que ça ne serait pas jamais fait. Et ça, c'est en 1993, là. Là, on est en 2024, là, puis on entend le ministre de l'Éducation dire on va peut-être abolir les commissions scolaires là, pour des raisons politiques. Là. Puis là, je pense que ses conseillers lui ont dit oh, tu peux pas trop toucher à ça parce qu'il y a des protections constitutionnelles qui existent. Okay? C'est encore drôle, hein, comment on pense que c'est pas important, mais dans le fond, là, ces choses-là, ils sont fondamentales. Alors, si tu me demandes pourquoi je viens à la SNB, c'est parce que moi, ce que je cherche à faire, c'est d'arriver à des changements qui sont structurants, des choses qui vont durer, des choses qui sont fondamentales. Alors, c'est là-dessus que je vais essayer de mettre l'accent. On pourrait en parler plus tantôt, là, si tu veux. Je vais juste finir mon parcours, là, parce que après mon passage au juriste, j'ai fait le chroniqueur, puis j'ai coaché pendant des années, là. Mais après ça, quand mes fils sont partis, le dernier de mes fils est parti, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire de mon existence? Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, la mairie s'ouvre à Petit Rocher, tu devrais peut-être penser de te présenter. Alors, de fil en aiguille, je suis devenu maire du village. Et quand je m'implique pas à moitié, moi, d'habitude, là. Ça fait que là, je me suis impliqué auprès de l'association francophone des municipalités, puis je suis par la suite devenu président de l'association, puis on a travaillé très, très fort, puis ça se fait pas tout seul, hein, ça s'est fait avec des employés de première qualité, là. Et, je pense à Frédéric Dion, c'est sûr, mais il y a aussi d'autres employés qui étaient alentour, qui étaient très, très... C'est un dossier qui est très, très complexe, puis il demeure complexe, là. Puis on a réussi à faire avancer le dossier. Quand je dis faire avancer, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, bon, on a achevé la réforme gouvernementale, la réforme municipale. C'est pas achevé du tout, hein.
dans la question de la réforme de la gouvernance locale, il y avait différents éléments. Il y avait bien sûr la disparition des districts de services locaux, qui étaient des régions non constituées en municipalité. Ça s'est fait. Il y avait la création de commissions de services régionaux. Le premier pas avait été fait là avant la réforme la plus récente. Là, les commissions existent depuis 2012. Mais là, dans la dernière réforme, on leur a attribué de nouveaux pouvoirs, de nouvelles responsabilités. Mais le troisième pan de cette réforme-là, qui n'a pas été touché encore, c'est en fait qui a été touché, mais de façon comment je dirais ça, de façon négative et maladroite là, par le gouvernement et même comment je dirais ça, je pense qu'on a un peu joué du violon là-dessus avec les municipalités, c'est la réforme fiscale. Toute la question de la fiscalité. On est en train de faire passer un beau sapin, là. Un des principes qui était à la base, puis je me souviens très bien d'avoir entendu le premier ministre Higgs me confirmer qu'effectivement, il allait respecter les principes du programme de chance égale pour tous dans la réforme gouvernementale, pour s'assurer que ce n'est pas les grosses municipalités qui allaient manger les petites, si vous voulez, ou qui allaient bénéficier des réformes fiscales, puis que nous autres, on allait revenir finalement à l'ère pré-Robichaud. Et il m'a affirmé que non, que ça allait respecter les principes du programme de chance égale des années 60. Mais c'est pas dans cette direction-là qu'on s'en va, puis c'est très, très complexe comme dossier, je peux vous dire. Moi, j'ai lu beaucoup d'études puis de rapports par des experts qu'on a retenus à l'association, mais aussi les cités ont embauché des experts, puis il y a des études qui ont été faites qui sont très éloquentes sur le sujet, puis qui sont dangereuses. Et je me souviens d'un éditorial du Telegraph Journal qui a été vraiment très honnête en disant c'est le temps de mettre fin au programme de chance égale. Alors bon, au moins ça avait l'avantage d'être clair. On sait d'où ce qu'ils viennent, puis on sait que ce qu'ils veulent. Alors, tu sais, il va falloir être alerte. Mais ça, c'est pas un dossier. Moi, c'est un dossier qui relève de l'Association des municipalités. Tu sais, la SANB ne peut pas être porteuse de tous les dossiers. Il faut qu'elle ait ses priorités. Moi, c'est quelque chose que je trouve très important. On a des ressources limitées. Je ne vais pas aller mettre mon gros pied dans le dossier de l'Association des municipalités. Mais si les municipalités sentent qu'on a besoin d'avoir un consensus communautaire, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aide des autres intervenants dans la communauté acadienne pour faire front commun dans des dossiers très pointus là, qui vont se présenter éventuellement, ben, c'est sûr que je vais être à l'écoute, puis je vais être disponible, puis je vais certainement être prêt à collaborer, mais c'est pas moi qui va avoir à dicter ce dossier-là à l'Association des municipalités. Ils sont beaucoup mieux placés que nous autres, puis ils savent mieux que nous autres ce qui est l'enjeu, puis ce qui est bon puis pas bon pour eux autres. Actuellement, le problème de leur côté que je peux voir, c'est que ils ont tellement à faire avec la réforme là, qui vient de se produire, avec les amalgamations, puis tous les changements tu sais, ça implique toutes sortes de changements au niveau de la comptabilité, au niveau des règlements municipaux, du zonage, au niveau des forces de pompiers, des polices locales, au niveau de l'administration des routes, la collecte des ordures, les contrats, tout y passe, là. Ils sont submergés de questions, d'intendances qui sont, c'est normal, ça va prendre le temps que ça prend, là. Mais je suis pas sûr s'ils sont qu'ils peuvent en manger, ils peuvent en prendre plus dans leur assiette là, actuellement. Alors, mais il faut faire attention. Il va falloir être aux aguets parce que il y a des choses là qui se trament il y a des forces qui jouent qui veulent mettre un terme ou du moins changer l'équilibre des choses qui avaient tenté, que le programme de chance égale avait tenté de mettre en place au Nouveau-Brunswick. Alors, ceci, ça m'amène à pourquoi est-ce que je m'implique à la SANB aujourd'hui. Ben,
Depuis mon passage aux municipalités, ça fait 3 ans, là, j'avais eu un overdose, si tu veux. Je siégeais aussi à la Fédération canadienne des municipalités où on était membre de l'association des municipalités, on a un poste au conseil d'administration, puis en étant là-bas, il y a énormément de dossiers au niveau de la Fédération canadienne là, qui sont en cours. Puis il y a beaucoup de documentation à lire. Puis moi, j'étais vice-président à un moment donné du comité sur l'environnement de la FCM, là, de la Fédération canadienne. Je sais pas si tu sais, l'environnement, là, au niveau national, au niveau des municipalités, c'est un des dossiers les plus importants puis les plus imposants, puis les plus massifs en termes d'information. Il fallait que je me tape des rapports, ça finissait plus. Ça commençait par des poissons dans les rivières jusqu'à je sais pas trop quoi. Puis en plus de ça, en plus de la réforme gouvernementale au Nouveau-Brunswick, puis en plus des travaux à la Commission des services régionaux, puis tu sais, j'avais à la municipalité des gros dossiers aussi. À Petit-Rocher, on a fait une nouvelle bibliothèque. On a eu travaillé très fort pour arriver à créer ce qu'on appelle la Maison de l'Acadie. On a fait une usine d'épuration d'eau. On a rénové la bibliothèque, l'aréna locale. On a refait les terrains de tennis. Puis, je sais pas si tu sais, là, ça fait des rapports d'ingénierie à lire, ça, puis à consulter, puis des budgets, puis des tractations avec le gouvernement pour aller chercher le financement. Puis, fait qu'à un moment donné, quand j'ai eu fini mon mandat, je me suis dit, OK, j'ai besoin de prendre un souffle. Puis j'ai été imposé de prendre un souffle par le COVID. On était tous un peu mis au rencard, si tu veux, avec ça. Et donc, ça m'a permis de refaire mes batteries, puis de me faire une tête. Puis là, avec le contexte présent au Nouveau-Brunswick, avec un gouvernement qui des fois, d'une fois à l'autre, cherche à nous enlever des droits ou à les rapetisser, certainement pas les étendre. Je me suis dit que j'avais encore une contribution à apporter. J'ai de l'expertise, j'ai de l'expérience, j'ai une connaissance du terrain, puis je connais bien les enjeux. Je pense que j'ai une assez bonne pensée stratégique. Puis c'est ce que j'essaie d'apporter. C'est comme je dis, quand que je parle d'amener des changements structurants, l'idée, c'est de pas s'éparpiller dans tout, là. On peut pas être tout pour tout le monde en même temps. On a des ressources limitées. Puis je vais venir sur une des questions que moi je trouve importante, mais que les gens ne semblent pas comprendre très bien. Je vais l'expliquer. Quand que je parle d'un comité au sein de la SNB, de la création d'un mécanisme d'évaluation visant le respect par le gouvernement de la loi 88. Voici ce que ça veut dire. C'est que la loi 88 crée des obligations au gouvernement de nous donner, de s'assurer que ses politiques, que ses budgets, que ses lois visent l'épanouissement de la communauté, de l'égalité des communautés. Et je ne pense pas que ce soit le cas nécessairement. Et on n'a pas les outils pour bien mesurer est-ce que le gouvernement faillit à la tâche ou pas. Puis je pense pas de créer, là, puis j'ai entendu Éric Dow là, parler de ça, puis au débat, il en a mentionné, puis j'essayais d'expliquer un peu rapidement, là. C'est pas un organisme que je veux mettre au sein du gouvernement. C'est un organisme autonome du gouvernement, au sein de la SANB, pour que la SANB soit outillée pour jouer son rôle de chien de garde, mais en utilisant les dispositions de la loi 88 comme guide. Cette loi-là est là depuis 1981. Elle a obtenu un statut constitutionnel en 1993. Ça fait quand même une trentaine d'années là, que ça devrait être, qu'on devrait l'utiliser. Puis, on l'a très peu utilisé. Je vais donner l'exemple de la récente décision dans l'affaire des tribunaux de la Cour provinciale dans la péninsule acadienne. Là, j'en ai déjà fait mention dans un petit vidéo. La Cour du Banc-du-Roi a décidé que le gouvernement, lorsqu'il prenait des décisions, que ce soit le ministre ou que ce soit des fonctionnaires,
Parce qu'ils prennent des décisions, ils doivent mesurer l'impact de leurs décisions sur le respect ou non des principes contenus dans nos droits constitutionnels, incluant la loi 88. C'est quand même nouveau, c'est quand même puissant comme décision, c'est quand même conséquent, c'est quand même structurant. C'est-à-dire que si vous voulez prendre des décisions, il va falloir que vous respectiez les obligations que vous vous êtes données, à l'unanimité d'ailleurs des partis à l'Assemblée législative, des obligations que vous vous êtes données en vertu de la loi 88 sur l'égalité des communautés. Alors ça vous oblige lorsque vous décidez des budgets ou lorsque vous mettez des programmes en place, de vous poser la question de façon raisonnable, est-ce que ça a un impact sur l'égalité des communautés au Nouveau-Brunswick? Je donnais l'exemple des dépenses en capital du ministère de l'Éducation, lorsqu'on a annoncé les derniers crédits budgétaires à cet effet-là. Toutes les nouvelles écoles sont des écoles dans le réseau anglophone. Peut-être que c'est correct. Ça me surprendrait. Mais il y a quand même des dépenses qui se font de rénovation là, dans le réseau francophone. Je dis pas qu'ils ont mis 0 sous, là. Mais peut-être aussi c'est par opportunisme. L'année avant une élection, peut-être qu'ils sentent que c'est de la fin de régime, puis ils vont peut-être essayer de dire OK, on va se donner une chance de faire construire nos écoles dans notre région anglophone. Ça sent un peu de ça. Il y a peut-être de ça. Alors, comment on fait pour intervenir? On peut dire, oui, ça sent pas bon, mais ça sent pas bon, c'est pas un argument bien convaincant. Et il y a toutes sortes de programmes qui sont mis en place là, au fil des années. Puis il faudrait qu'on se donne un mécanisme pour, de façon périodique, pouvoir suivre ces décisions-là du gouvernement pour que la SANB soit beaucoup plus efficace dans sa capacité d'intervenir. Et ça relance l'autre question que j'ai mis de l'avant, puis par erreur, là, j'avais mentionné que la SNB l'avait pas proposé, là, c'est pas vrai, elle l'avait proposé, puis c'était le comité permanent de l'Assemblée législative sur les langues officielles. Au fédéral, là, c'est une institution, le gouvernement canadien est une institution bilingue, puis la Chambre des communes a un comité permanent sur les langues officielles. Le Sénat canadien a un comité permanent sur les langues officielles. D'ailleurs, actuellement, ces deux comités-là sont présidés par des Acadiens. Au Sénat, c'est le sénateur René Cormier, puis à la Chambre des communes, c'est le député René Arsenault de Restigouche-Madawaska. Mais au Nouveau-Brunswick, on est unique au Canada. On est la seule province officiellement, constitutionnellement bilingue. Puis on n'a pas de comité permanent sur les langues officielles. Ce qui fait en sorte que, par exemple, la commissaire aux langues officielles, lorsqu'elle rend son rapport, elle fait un communiqué, puis dépose son rapport, puis on n'entend pas parler pour 365 jours après ça. Et parce qu'il n'y a personne qui est demandé à rendre des comptes. Elle soulève des problèmes. Alors, s'il y avait un comité permanent, elle pourrait comparaître, puis elle pourrait faire venir les ministères qui sont récalcitrants ou on souligne des problèmes récurrents, puis leur demander des justifications, puis des correctifs, puis on pourrait... puis l'autre côté que je trouve intéressant d'un tel comité-là, c'est que nous autres, là, la SNB, c'est pas un gouvernement. C'est pas un parti politique. Là. La SNB, c'est un groupe de pression, c'est un groupe de revendication, c'est un groupe d'intérêt qui cherche à faire avancer la cause acadienne. Mais nos élus, là, c'est les députés à tous les 4 ans qui cognent à nos portes, puis c'est eux autres qui ont le pouvoir, qu'on envoie à Ottawa. À Ottawa, oui, mais qu'on envoie aussi à Fredericton. Alors, c'est à eux qu'on devrait confier la responsabilité de veiller à ce que la loi soit respectée, la loi sur les langues officielles. Alors, s'il y avait un comité permanent, il serait obligé de s'asseoir là, puis d'en débattre, puis de poser les bonnes questions, puis de se responsabiliser eux-mêmes face à cette question-là. Alors, souvent, ils se défilent, ils n'en parlent pas, puis personne n'en parle, puis tout le monde est... oui, dans la campagne électorale, on est tous beaux, on va tout faire, mais après ça, quand on arrive au gouvernement, c'est plus, il y a plus d'endroits où on peut les mesurer leur efficacité, si tu veux. Alors, pour moi, ça, ce sont des changements qui sont structurants. Pour parler d'autres changements structurants, finalement, je veux parler de l'autonomie de gestion en éducation, en santé, en immigration. On a vu, le gouvernement Higgs a aboli
les conseils d'administration des régies de santé, Vitalité puis Horizon, d'un claquement de doigts, là. Puis c'est quand même des institutions, des organes qui, de la majorité, étaient des gens élus par la population. Moi, je trouve ça inacceptable. Puis je pense que on a le droit à avoir une gouvernance dans le domaine de la santé, puis il va falloir le revendiquer, puis l'obtenir. Dans le domaine de l'éducation, on a des commissions scolaires, des conseils de district, des conseils d'éducation, en fait. Mais les conseils d'éducation n'ont pas le contrôle sur le curriculum le programme. Les programmes sont décidés par le ministère. Et pourtant, la Cour suprême nous a reconnu en 1990, et ça fait longtemps, là, qu'on a le droit à un contrôle exclusif sur un certain nombre de choses, dont les programmes scolaires. Alors, il y a quand même des carences à ce niveau-là. Il va falloir entretenir des discussions avec les intervenants du secteur de l'éducation pour voir comment on peut arrimer les intervenants pour aller un petit peu plus loin dans le plus grand contrôle de la gestion du système d'éducation dans tout le continuum, en partant de la petite enfance jusqu'à l'universitaire. Et même post-éducation. Si tu prends par exemple, ce qui est une question qui est intéressante, parce que quand on parle de santé, on parle pas juste du curatif, là, on parle aussi de formation. Les centres Georges Dumont est un hôpital universitaire. Il y a des centres dans les régions qui sont des centres affiliés d'enseignement. Les hôpitaux servent aussi de centres de formation pour les différentes technologies, que ce soit des infirmières, que ce soit des radiologues, que ce soit finalement, ce sont des institutions d'enseignement, elles aussi, là, les réseaux. Il y a comme en anglais, on dirait un overlap, là. Il y a quand même un rôle très, très important que joue le système de la santé dans la formation puis dans l'éducation de la communauté acadienne, en particulier dans le secteur de la santé, bien sûr. Alors, puis en immigration, ben là, ça, c'est une question tout entière, savoir quel est le meilleur moyen de mettre, de pouvoir contrôler, de mieux contrôler, parce que c'est un domaine encore ici très complexe. C'est un domaine qui relève essentiellement de compétences fédérales. Et donc, c'est encore un petit peu plus compliqué là, pour nous autres. Tu sais, comme le Québec a fait des ententes depuis longtemps, depuis finalement le gouvernement du Parti québécois là, avec le ministre Couture et le ministre fédéral Cullen, les ententes Cullen-Couture, c'était la première fois que le Québec obtenait un certain contrôle sur l'immigration. Puis ils avaient compris très vite, très tôt, que l'immigration, c'était un incontournable pour l'avenir d'une société française en Amérique du Nord. Si on n'a pas le contrôle de l'immigration, chaque année qu'on rencontre pas les quotas là, au Nouveau-Brunswick, on recule. Puis l'année d'après, si on n'a pas rencontré les quotas, ben, on recule encore. Ça fait qu'on recule. Non seulement on peut s'assimiler par la force du nombre, mais on peut aussi s'assimiler par la force du nombre de l'immigration qui arrive au Nouveau-Brunswick et qui fait qu'il y a un débalancement qui se perpétue. Alors, comment on fait pour avoir un contrôle là-dessus? On vient de voir là, tout récemment, même si le fédéral a plein de bonnes intentions, puis même s'ils ont mis dans la nouvelle loi, la nouvelle mouture des lois des langues officielles au fédéral, une responsabilité là, envers l'immigration francophone pour les minorités au pays, on a vu que des décisions du ministre par rapport au nombre d'étudiants, par exemple, qu'on va accepter, ça peut avoir un impact direct sur les collèges communautaires, sur l'université de Moncton. Et donc, il y a, je sais plus si on dit Université de Moncton ou U-Moncton ou je sais plus comment on l'appelle, là. Mais il y a quand même une réflexion très sérieuse à avoir sur comment on peut s'assurer d'avoir un plus grand contrôle, parce que actuellement, au sein du gouvernement, c'est un peu un dossier qui relève du ministère du Travail et de l'Immigration, mais
si le volet francophone, ça passe aussi par des affaires intergouvernementales, puis par ricochet, ça peut peut-être tomber dans le nouveau secrétariat à la francophonie, on ne sait pas trop. On ne sait pas. C'est un peu confus, là, pas dans mon esprit. Alors, c'est de quoi qu'il va falloir. Il va falloir arriver à un consensus là, sur quels sont les meilleurs mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir mieux contrôler, au moins avoir un contrôle, avoir une influence directe sur cette importante question de l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick. Il Oui, faut je laisser pense parler beaucoup, que hein? non, c'est OK, c'est pour ça que c'est toi l'invité. Non, de toutes mes discussions jusqu'à présent, je crois que c'est clair et que ça a été mis encore plus clair durant le débat. Je crois qu'il y a vraiment trois visions distinctes, si on veut, de la SANB. La tienne étant, je sais pas si on veut, la plus traditionnelle, mais surtout la plus concrète. Je crois que c'est clair assez pour peu importe qui vote, tous les membres de la SANB qui vont voter, que s'ils votent pour Luc Desjardins, qu'est-ce que la SANB va faire dans les prochaines années. Et puis, assez aussi, des fois, on parle de vision, puis la vision est définitivement très importante, mais des fois, on se perd dedans. On voit comme trop loin. Puis, je crois que toute organisation, à un moment ou à un autre, est-ce que c'est le moment pour la SANB, doit se remettre en question et puis, je dirais pas changer les fondations, mais renforcer ces fondations. Je crois que les points que tu apportes, c'est de ce côté-là. Un comité sur les langues officielles, écoute, comme tu as dit, ça fait pas vraiment de sens que ça n'existe pas encore. Je crois qu'on, tranquillement, pas vite, on fait du chemin, mais j'assume les élections. Les élections cette année nous dira si on fait plus de chemin dans les prochaines années ou si on reste un peu où ce qu'on est. Mais comme tu as dit, le mécanisme d'évaluation de la loi 88, je crois que des fois, on oublie que l'importance d'avoir un mécanisme de responsabilité ou responsabilisation, n'importe comment est-ce qu'on peut l'appeler, parce qu'on passe ces lois-là, puis là, le gouvernement ne va pas la suivre. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va en cours. OK, on va en cours, mais là, dépendamment de ce que c'est, des fois, ben, on va attendre. C'est pas assez important. Ou on va en cours des années, des années, des années. Puis le monde oublie. Avoir un comité, surtout pour un organisme de la SANB, qui est tout le temps référé comme le chien de garde, ça fait du sens. Puis ça nous permet aussi, tu as parlé des tout débuts de la SANB jusqu'à aujourd'hui. On oublie le travail qu'on a fait dans le passé, les droits qu'on a acquis, puis comment facile que c'est de les enlever jusqu'à temps que quelque chose arrive, comme là on voit les districts, là, on a parlé de santé, là, les decks en éducation. Si on n'a pas ces mécanismes-là ou ces comités-là mis en place pour solidifier la fondation, nos droits, et puis tout le côté historique. Parce que des fois, on a des lois, puis ça va prendre, je sais pas, 15 ans avant qu'il y ait un challenge. Oh, OK, là, faut se poser des questions. Puis c'est comme on ne s'est jamais posé ces questions-là, mais pourtant, ça fait 15 ans que la loi existe, puis ça a pris je ne sais pas combien d'années avant ça, avant de la mettre. Avoir ces genres de comités-là, ces safeguards-là, nous aide à être plus proactifs, si on veut. Le gouvernement X en 2018 avait beaucoup parlé de décentralisation. Puis je crois que en majorité, c'était un gros côté que le monde a aimé. Pourquoi ils ont gagné le gouvernement.
Mais là, on s'est aperçu que ça n'a pas trop décentralisé. Puis je crois que ça les aide pas nécessairement cette année. On va voir avec les élections. Mais quand on a ces mécanismes-là, quand on a ces organisations-là, ces comités-là, officiels ou non, que ce soit à l'intérieur d'un organisme comme la SANB ou directement à l'Assemblée législative, il n'y a pas de... Il n'y a pas de négatif. En majorité, c'est du positif. Puis c'est pas juste... Des fois, c'est vu comme du chiolage ou une perte de temps parce qu'on se dit, les langues officielles, on a ça dans le chart, on l'a là, tu sais, on voit beaucoup ce qu'on a à faire jusqu'à temps qu'on se réveille un matin, puis comme tu dis, avec chance égale pour tous, c'est pas chance égale pour tous, c'est pas quelque chose, on apprend ça dans les cours d'histoire, là, c'est pas quelque chose qu'on parle, que ça s'en va, que ça s'en vient, mais tout d'un coup, il y a quelqu'un quelque part qui se dit, c'est une bonne opportunité pour changer ça de bord, puis tu sais, restructurer ça, puis plus de chance égale pour personne. Gabriel, Fait que je pense... Oui. je vais faire un petit commentaire ici. Tu sais, la SNB ne va pas juste s'occuper des lois puis des règlements. Non. Puis la raison, mais c'est sûr que les programmes puis l'allocation des budgets, ça nous affecte dans notre quotidien dans bien des secteurs. C'est comme, on va peut-être s'apercevoir que peut-être que c'est dans le domaine de l'environnement que les budgets sont pas bien répartis, là. C'est peut-être dans d'autres secteurs. Tu sais, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on n'est pas préoccupé par d'autres aspects importants. Puis je le mentionne, là, c'est parce que tu sais, moi, j'étais maire d'une municipalité, puis les questions de l'environnement, là, actuellement, je sais qui s'occupe de ça au niveau de la communauté acadienne. Ce sont les commissions de services régionaux avec les municipalités, parce qu'ils sont tous pognés avec des changements climatiques qui affectent les infrastructures, puis les gens, puis la réglementation. Puis ça a des coûts astronomiques qui sont associés à ça. Puis quand c'est pas des feux, ça va être des inondations, et ainsi de suite. C'est pas la SNB qui va gérer ça, là. Mais la SNB va certainement être un partenaire, hein, puis il va certainement être à l'écoute parce que c'est une préoccupation constante des gens. Puis peut-être qu'on peut servir de bouée d'une certaine façon en faisant des analyses pour savoir est-ce que les fonds sont répartis équitablement? Est-ce qu'on respecte les obligations qu'on s'est données? Puis c'est dans ce sens-là, je trouve que la SNB peut être le plus utile. Un des autres aspects que j'ai pas mentionné, puis je sais pas comment le faire, là, sur le plan pratique, mais j'ai vu que le Québec venait d'adopter une nouvelle loi, des nouvelles dispositions sur la francisation du Québec, là. Et un des éléments qu'ils ont soulevé, puis ils allaient copier un peu ce qui se faisait en France, c'est l'effet pernicieux des réseaux sociaux qui attirent en particulier les jeunes, mais toute la communauté, les jeunes comme les moins jeunes, vers un contenu anglophone qui sont dictés par des algorithmes et qui font en sorte que la culture acadienne n'est pas présentée à l'ensemble de la population parce que c'est les GAFA de ce monde là, puis tous les réseaux sont surtout. C'est pour ça que je suis bien content que tu fasses un podcast en français, mais tu sais, c'est sûr que l'attraction est vers la musique anglaise, vers le contenu anglophone. Il y a des dispositions. On n'a pas de gouvernement, nous autres, ici, mais il faut suivre de très près qu'est-ce qui se fait au Québec là-dessus, parce qu'ils vont probablement demander au fédéral d'intervenir, parce que c'est une compétence aussi qui est fédérale au niveau des communications. On s'entend que c'est pas facile. On a vu comment ils ont de la difficulté à dealer avec Facebook, les Facebook de ce monde, là. Mais il va falloir qu'on se préoccupe de ça parce que ça a un effet pernicieux, tu sais, à moyen et à long terme sur l'épanouissement puis le développement de la culture acadienne, puis sur tu sais, la vivacité de la langue française tu sais, chez nous, là. Et on peut pas laisser ça. On peut pas laisser ça au gouvernement du Nouveau-Brunswick parce qu'ils vont pas s'en occuper pantoute, parce que pour eux autres, c'est même pas proche d'être une préoccupation.
Alors, ce sont des éléments nouveaux là, qui rentrent dans la problématique. Alors, il faut qu'on trouve, encore une fois, je crois, qu'on peut trouver dans les dispositions constitutionnelles qui nous appartiennent, qui sont là, des arguments très puissants pour nous donner accès à des mécanismes de protection face à ces nouvelles réalités-là. Et si je dis ça, c'est parce que on s'est battu, là, puis quand je dis on, je parle pas juste de moi, là, on parle de ceux qui étaient là avant nous autres. Là. On s'est battu pour avoir une loi sur les langues officielles. Il y avait une raison pour ça. C'est parce que sans loi, là, quand tu es une minorité, là, la majorité a fait ce qu'elle veut. Puis après ça, on s'est battu pour que ça soit dans la Constitution. Puis après ça, on s'est battu pour la loi 88. Puis après ça, on s'est battu pour en mettre les principes dans la Constitution. Ça, ce sont des gains qu'on a obtenus là, par des batailles. Puis, tu sais, les gens ont pris la rue là, pour avoir des écoles francophones puis des districts scolaires francophones parce que c'était inéquitable. Puis, ces victoires-là qu'on a obtenues, ils sont maintenant protégés. Puis, il faut se servir. Le rempart que les droits nous donnent, c'est en quelque sorte le pouvoir ultime qu'une minorité a. Tu sais. Je veux pas dire qu'on doit passer notre temps devant les tribunaux. Pas du tout. Mais on doit réaliser que ce sont des outils qu'on doit utiliser à leur maximum. Puis je pense qu'on l'a pas bien fait jusqu'à maintenant. On l'a pas suffisamment fait. Alors, tu sais, il y en a qui vont dire que c'est une vision traditionnelle de la chose. Si c'est ça la tradition, j'en suis. Parce que cette tradition-là est garante d'avenir, à mon sens à moi, dans ma vision à moi. Ça n'empêche pas qu'on doit être préoccupé par des nouvelles réalités. Puis oui, il faut l'être, mais il faut aborder ces nouvelles réalités-là en essayant de profiter des gains qu'on a fait dans le passé pour mieux rencontrer ces nouvelles réalités-là, justement. Parce qu'on a maintenant des outils peut-être pour mieux le faire. On peut s'asseoir sur des acquis qui sont quand même importants puis qu'on on va pas nous enlever. Tu sais, alors, et je terminerai peut-être en mentionnant, parce que moi, je m'envoie là pour un mandat de 2 ans, là, puis on verra, l'avenir nous dira. Premièrement, on va commencer par être élu, puis c'est pas fait, hein? Parce que effectivement, il y a 3 candidats qui sont de très grande valeur, puis je trouve que c'est très bon pour l'exercice démocratique qui se vit à la SNB actuellement. C'est très sain. Mais dans les prochains 2 ans, il va y avoir une élection au provincial, il va y avoir une élection au fédéral. Et on sera probablement à la veille d'une élection au Québec et 3 élections qui pourraient avoir un impact majeur sur le changement du portrait politique du pays, mais aussi des Acadiens, des enjeux qui vont devenir les nôtres, là, qui seront imposés par ces changements électoraux-là, possiblement. Alors, ça prend quelqu'un qui est capable d'avoir, à mon sens, l'expérience pratique puis l'expertise pertinente pour nous aider à naviguer dans ces eaux troubles peut-être qui s'en viennent. Un petit pitch, Joey, hein, en finissant. Oui, c'est ça. Joey avait dit dans notre podcast que avec toi, il pouvait dormir tranquille parce que tu étais une des personnes qui savait quand japper, mais aussi quand mordre. J'aime la façon que de naviguer les eaux. C'est différentes façons de dire, mais on comprend le message. Écoute, sur ça, Luc Desjardins, merci beaucoup pour m'avoir accordé l'entrevue. Un petit mot de la fin avant de terminer. Regarde, c'est le mot de la fin, c'est j'invite les gens à voter et exprimer leur préférence, au moins participer à l'exercice, puis n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste une élection à la présidence, il y a aussi une élection au poste de représentant des régions et 2 représentants provinciaux qui doivent être en passant issus de l'immigration francophone. Alors, les gens qui sont à l'écoute, si ça vous intéresse, avancez-vous, puis l'élection de ces représentants-là du conseil d'administration, autre que la présidence, là, celle de la présidence, le vote va se faire du 24 mai au 5 juin, mais
L'élection pour les autres membres du conseil d'administration va se faire lors de l'AGA, de l'Assemblée générale annuelle du 15 juin. À Miramichi, ça va se faire aussi en ligne. Les gens pourront voter à distance. Alors, merci bien, et bonne chance aux autres candidats aussi. Merci beaucoup, Luc. Bonne journée. Bonne soirée. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au EnBJV. On se voit au prochain épisode.